On passe à un Ford F-150 ou un Chevrolet Silverado 1500 ou un Ram 1500. Ça joue d'environ dans les 4705 livres. Fait que c'est littéralement presque la moitié du Silverado EV ou du Sierra EV. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous fais le top 10 des véhicules électriques les plus lourds sur le chemin. On va se le dire, c'est un sujet un peu controversé. La plupart des gens qui défendent des véhicules électriques disent non, c'est pas si lourd que ça, puis c'est pas la fin du monde. Puis quand j'ai fait l'essai du Silverado EV dernièrement, je voulais vraiment préciser que le véhicule était très pesant, puis que ça allait engendrer plusieurs facteurs qui pourraient changer vraiment la conduite de tous les jours, autant pour les pneus que la conduite hivernale, que le freinage, que tout ce qui vient en lien avec le véhicule, même endommager les routes, auront un facteur avec ces véhicules-là. Souvent, les gros VUS à essence, les pick-up, ces choses-là, sont pointés du doigt pour être pesants, être gros, inutiles par les gens de la ville. Mais aujourd'hui, je vais peut-être changer votre perception quand je vais vous parler de poids. Si vous avez moindrement un background comme moi qui est dans la machinerie, remorqué avec des camions, vous savez que le poids, c'est quand même important et ça change beaucoup, surtout quand on fait du remorquage, quand on fait du hors-route. Peu importe qu'on amène des choses dans une remorque, tout le poids est très important sur la route et c'est un méga facteur. Et aussi, ça change beaucoup la façon dont on va conduire notre véhicule. Ça nous donne une responsabilité de plus quand on amène beaucoup de poids avec nous. Alors, aujourd'hui, je fais mon fameux top 10. Puis, je vais vous dire aussi, je vais vous expliquer, on va faire une comparaison avec des véhicules à essence normale, juste pour vous donner une perspective des poids que certains véhicules électriques engendrent. Puis, c'est un sujet qui me tient à cœur, puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Puis même pendant mes recherches pour faire le fameux top 10, c'était difficile de trouver les vrais chiffres. Sur les sites directement du manufacturier, souvent, ne sont pas indiqués. Souvent même, d'autres médias qui font des spec sheets qu'on appelle, avec toutes les spécifications. Souvent, dans la section poids, il était marqué « pas disponible ». Puis j'ai une autre feuille ici, là, ça c'est tous des véhicules à essence. Ceux-là, ça m'a pris 2 minutes toutes les trouver. Mais mystérieusement, tous les véhicules électriques, c'était très difficile de trouver le poids exact. Alors, on dirait que c'est quelque chose qu'ils veulent cacher. Puis moi qui ai passé beaucoup de temps dans les camionnettes, dans les pick-up, ces choses-là, quand que je travaillais autant chez GM que chez Ford, ces choses-là, c'est important pour les gens de savoir le poids d'un F-150, un 250, un 350, un 450, et aussi comment il allait le plaquer. C'est tout dépendant si on est au Québec, en Ontario, en Alberta. Les plaques vont changer, surtout si on est un commerce, on a une entreprise. Ici au Québec, quand ça dépasse un certain poids, il faut le plaquer L. Ça l'engendre d'autres choses que je ne rendrai pas dans tous les détails de la SAC. Mais c'est des choses qu'il faut penser. Puis, quand que je travaillais pour ces manufacturiers-là, j'étais dans la fameuse génération des F-150 quand on a lancé l'aluminium de grade militaire. Puis là, on disait, là, on a enlevé 100 livres là, puis on a un autre 100 livres là. Puis là, vous allez voir qu'avec les véhicules électriques, on rajoute des 1000 livres. Puis, on dirait que j'ai passé peut-être trop de temps dans les camions à dire faut réduire le poids pour améliorer l'accélération, l'économie d'essence, le poids engendré sur le véhicule, la tenue de route, tout ça, pour remorquage, tout ça, tout faisait du sens parce qu'on appliquait vraiment un principe qu'on voit dans la course. On baisse le poids du véhicule, on améliore toutes ses performances, tout faisait du sens. Mais là, on remonte le poids de beaucoup. Puis, on vient sauver la planète. On y va avec la fameuse liste. Avec du top 10. Il y a peut-être que certains véhicules que j'ai pas le poids exact ou peut-être que j'ai oublié certains véhicules, mais c'est ma liste que j'ai fait en date d'aujourd'hui. Regardez, numéro 10, on y va avec le Mercedes-Benz EQS SUV. C'est bon pour 6228 livres.
On passe maintenant au numéro 9. C'est le fameux Tesla Cybertruck Beast. C'est 6843 livres. Chaque modèle que je vous parle aujourd'hui, c'est la version qui va être la plus pesante. C'est avec le plus d'autonomie, les plus gros moteurs, le système intégral. Puis c'est le curb weight, pas le gross weight. Fait que curb weight, c'est le poids du véhicule. Puis gross weight, c'est avec tous les passagers à l'intérieur. On y va seulement avec le poids du véhicule. En numéro 8, un modèle très populaire, le Ford F-150 Lightning avec 6893 livres. Bon, OK, là, on se rapproche de 7000 livres. C'est pas drastique, mais c'est quand même beaucoup plus pesant qu'un F-150 normal. On y va avec le numéro 7 maintenant, le Rivian R1S avec 7068 livres. Numéro 6, Rivian, encore une fois, le R1T, 7148 livres. Puis je vous rappelle que le Rivian, là, c'est pas la grosseur d'un F-150. C'est à peu près la grosseur d'un espèce de Ranger Tacoma, à mon avis, à moi. Fait que le Rivian est plus pesant que le Ford F-150, puis techniquement, il est plus petit. Le reste de la liste, regardez, je vais être franc avec vous, c'est pas mal dans toute la même famille, c'est pas mal la même batterie, mais on y va. Numéro 5, Chevrolet Silverado EV avec 8800 livres. Numéro 4, son cousin, on estime son poids à environ 9000 livres. C'est le GMC Sierra EV. Numéro 3, j'en ai un qui n'est pas confirmé, mais logiquement, avec mes calculs mentaux, avec la même... parce qu'il utilise sûrement le même type de batterie qu'on retrouve dans le Sierra et dans le Silverado EV, le nouveau Cadillac Escalade IQ, qu'on s'attend qu'il va être plus de 9000 livres facilement. J'ai vu d'autres chiffres, mais ça fait pas de sens. Là. C'est comme, il disait qu'il pesait la même chose que le Silverado EV, mais moi, je suis sûr certain qu'il va peser plus parce que l'habitacle est fermé, on a plus de sièges, tout ça est plus pesant. Bon, il va avec le top 2, numéro 2. C'est pas une surprise de ce côté-là. Le Hummer EV Pickup avec 9063 livres. Et le numéro 1, ce n'est pas une surprise, bien sûr, le Hummer EV SUV, la version VUS. 9640 livres pour le Hummer SUV. Extrêmement pesant. Je vous rappelle que ça prend des pneus spéciaux pour ces véhicules-là. Juste moi, quand j'ai changé les pneus sur... la Audi S6 V10, c'est considéré comme une berline lourde. Alors, les pneus coûtent plus cher. Fait que c'est des pneus de performance, mais qui appellent XL, parce que le poids est élevé. Comme une berline un peu vraiment électrique, comme un Tesla Model S Blade, ces choses-là. Mais là, on est encore sur la barre des 5000 livres. Là, on tombe avec des pneus qui doivent supporter 8000, 9000 livres. Ça, c'est sans les passagers, sans la capacité de remorquage. Puis pour le Hummer EV, sans les capacités en route de ce côté-là, parce que là, on vient grossir le diamètre, on vient avoir un certain tread pour avoir du mordant en dehors route. Et aussi, ces pneus-là sont faits pour un peu supporter le torque instantané des moteurs électriques, ainsi aussi de réduire le bruit pour qu'on l'entende moins dans la cabine parce qu'on n'a pas de bruit de moteur, ces choses-là. Fait que tous ces facteurs-là remontent beaucoup le prix des pneus. Puis je l'ai dit dans l'épisode du Silverado EV, c'est facilement 1000 $ par pneu, les changer si on a les 24 pouces. Je n'ai pas vérifié pour le Hummer EV ces choses-là. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'options non plus abordables, des options pour l'hiver. Toutes ces choses-là sont à considérer, surtout avant d'acheter le véhicule, parce que vous pouvez peut-être avoir des mauvaises surprises. Là, il y en a d'entre vous, vous allez me dire « Ouais, mais moi, ça ne me dit rien à 1000 livres. Là. C'est pas la fin du monde. » Fait que je vais vous donner un peu une impression de véhicule plus normal qu'on retrouve sur la route. Un des véhicules à essence ou diesel les plus pesants qu'on retrouve sur la route, qui n'est pas un véhicule commercial. On appelle ça un light duty. Puis il y a un certain niveau quand on commence à être dans les medium duties. Ça, c'est comme vraiment
des camions commerciaux comme des cubes, ces choses-là, puis c'est vraiment des véhicules commerciaux. Fait que le plus pesant qu'on retrouve sur le chemin, techniquement, le Ford Super Duty F450. C'est un dually avec la grosse cabine, la grosse boîte, tout ça. C'est bon pour 8587 livres. Fait que là, on tombe en dessous de toutes les Chevrolet Silverado EV, Sierra EV, Escalade, Hummer, etc. Puis c'est un camion fait pour remorquer. Ce camion-là peut tirer environ jusqu'à 40 000 livres. On peut tirer de la machinerie, on peut tirer littéralement une maison mobile. C'est un véhicule avec une fonction, puis aussi le poids est en fonction de qu'est-ce qu'il peut faire comme travail. Quand on regarde des véhicules comme le Hummer, l'Escalade, le Silverado, c'est un véhicule plus juste pour se promener. Oui, on peut peut-être tirer 10 000 livres, mais ça ne vient pas contrer vraiment le justifier qu'on a autant de poids quand on a un camion qui peut tirer autant. Là, c'est plus une question d'aussi être capable de tirer ces poids extrêmes-là. Puis il y a une fonction aussi d'être capable de déplacer autant de poids. Si on passe à un Ford F350, encore une fois, 6 roues, 7402 livres. Ça, c'est juste pour donner une idée. On passe à un Ford F-150 ou un Chevrolet Silverado 1500 ou un Ram 1500. Ça joue environ dans les 4705 livres. Fait que c'est littéralement presque la moitié du Silverado EV ou du Sierra EV. Un petit peu plus que la moitié, mais très proche. Pour les gens qui se plaignent des gros VUS qu'on retrouve sur la route, Cadillac Escalade, 4 roues motrices, 6182 livres. Fait qu'en moyenne, on peut constater que l'Escalade va prendre peut-être 3000 livres. Un F-150, en comparé du Lightning, il va prendre un bon 2500 livres. Un Silverado va prendre littéralement 4100 livres. C'est une grosse différence. Mais encore une fois, je veux préciser, on n'arrêtait pas de parler dans le passé. Oh, on a enlevé 200 livres en ayant les panneaux en aluminium, puis on a fait ci, puis on a fait ça, puis on a réduit les moteurs qui sont moins pesants que les V8. Je continue dans ma liste, là, juste pour vous donner une idée. On va se le dire, des Hummer. Un Hummer, peut-être, c'est plus acceptable. C'est comme un véhicule exotique. Il y a une meilleure excuse, tant qu'à moi, qu'un pick-up normal. Parce qu'il y a des capacités hors route. Même là, hors route, qui va aller vous chercher quand vous êtes pogné dans le trou de boîte à 9640 livres, là? C'est un job pour une grosse dépanneuse, là. Puis ça marche. C'est des véhicules qui peuvent pas embarquer sur n'importe quel lift. Puis ça engendre tellement de problèmes, tellement de trucs qu'on avait comme éliminés auparavant. Avant, l'ancien Hummer H1 pesait 8113 livres dans ce coin-là. 8131 livres. Oui, c'est aussi pesant, mais lui, c'est un véhicule militaire. Il était fait pour être blindé, puis il était même pas fait pour les civils. Le Hummer H2, qui se rapproche le plus du Hummer EV, tant qu'à moi, parce que c'est pas un véhicule militaire, il était bon pour 6400 livres, puis ça, c'était un drame dans le temps, là. C'était le véhicule des pollueurs par excellence, le véhicule de l'excès, puis il est 3000 livres plus léger, plus que 3000 livres plus léger que le nouveau Hummer électrique. C'est une méga différence. Un des seuls que j'ai trouvé qui joue dans les 9000 livres, mais encore là, on tombe dans l'exotisme extrême. C'est le Mercedes-Benz G-Wagon 6x6, celui qui a 6 roues. Lui, il pèse 9050 livres. Ben, moi, je vais être franc avec vous, là. On appelle ça des G-Wagon 6x6. Là. J'en ai vu 2 dans ma vie. c'est comme voir une Koenigsegg ou une Bugatti quand vous en voyez un. Il y en a un à Montréal, puis j'en ai vu un en Floride. C'est pas un véhicule pour monsieur tout le monde, puis c'est des véhicules qui peuvent monter
Je ne sais même plus, il n'existe plus aujourd'hui. Là. Ça se vend sûrement au-dessus des 500 000, c'est pas $1 million. Tout dépendant. Souvent, ils sont tous Brabus à cette heure. C'est juste pour vous donner une idée des poids excessifs de ces véhicules-là. Qu'est-ce que ça va faire l'hiver? Qu'est-ce que ça va faire dans un accident? Est-ce que ça a assez de freinage pour tout contrôler ça? Comment que le véhicule va vieillir avec cette batterie-là, avec cette suspension-là, les pneus, ces choses-là? Est-ce que les gens qui ont ces véhicules-là vont avoir une mauvaise surprise côté pneus? C'est beau. Regardez, il y en a qui me disent « Ouais, mais quand tu as l'argent pour t'acheter ce véhicule-là, tu as l'argent pour les pneus. » Regardez, là. Moi j'en avais un Ram TRX qui vaut le même montant que ceux qui pèsent là, 9000 livres. Là. Je mettais pas 4-5 000 $ en pneus sur mon véhicule. Puis même si mon véhicule avait beaucoup de torque, il n'y avait pas du instant torque comme un véhicule électrique. Il n'allait pas s'user de la même façon. Puis je vous dis, j'ai vu beaucoup de véhicules de haute performance, très lourds comme ça. Je vous parle pas d'un Ioniq 5 ou d'un Mustang Mach-E aujourd'hui. Je vous parle des modèles camions, VUS ou de performance. J'ai vu beaucoup de ces véhicules-là qu'après 15 000, 20 000 km, les pneus étaient usés à la corde. Même d'autres qui abusent un peu plus leur véhicule et qui font de la performance. Avant ça, des trucs à 10 000 km ou en bas de 15 000 km. Puis, c'est comme je vous dis, vous ne pouvez pas avoir un pneu qui va être cheap là-dessus. Puis, ça va être dangereux. J'ai vu un EQS AMG. Il venait juste de sortir. Les pneus étaient craqués, étaient usés à la corde. J'avais jamais vu un auto aussi neuf avec des pneus autant usés. En plus d'avoir l'instant torque, souvent les roues tournent à l'arrière. Ça rajoute encore plus d'usure aux pneus. Vous allez me dire, c'est pas la fin du monde. Mais c'est parce que les gens sont comme, ouais, mais là, au moins, tu sauves sur l'essence. Mais je pense qu'éventuellement, pour certains trucs comme ça qui vont s'user prématurément puis qu'il n'y a pas d'option abordable pour le moment, ça va venir rattraper vite là, côté portefeuille si vous faites moindrement du millage avec votre véhicule. J'ai d'autres véhicules que j'avais pris pour ma liste pour faire mon top 10. Puis pour vous donner une idée aussi comment ils pèsent ces véhicules-là. Kia V9, 5873 livres. Tesla Model X, 5248 livres. Cadillac Lyriq, presque 6000 livres avec 5961 livres. Son cousin, le Acura ZDX Type S, 6052 livres. Audi Q8 e-tron, 5710 livres. Un exemple d'une grosse berline, Mercedes EQS, 5776 livres. Mercedes EQE SUV, 5930 livres. Et BMW iX, 5862 livres. C'est comme... Après ça, c'est comme... Vous m'ostinez ces choses-là. Le Audi avec le V10, qui est un véhicule un peu exotique, même si c'est un véhicule usagé, était considéré comme un poids lourd à cause du quattro, le gros moteur, ces choses-là. Je pense qu'il est 4700 livres, 4800, dans ce coin-là. Puis ça, c'était considéré poids lourd pour un auto avant, parce que c'était aussi pesant qu'un pick-up. Regardez, vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent, parce que là, il y a des gens qui aiment ça, mélanger les choses. Hein? T'as un véhicule électrique, ça veut dire que tu es tel côté de la politique. Tu as un véhicule à essence, ça veut dire que tu es tel côté. Il n'y a pas de question politique. On y va seulement avec la logique aujourd'hui. On parle de camions. On parle de matériaux. Pendant des années de temps, l'aluminium, les fibres de carbone. On a mis le bloc en aluminium. On a réduit la grosseur des moteurs. Là, on a utilisé tel matériel pour réduire le poids. On enlève les pneus de secours, les vrais pneus de secours, les vrais full spare qu'on appelle, là, pour remplacer par des kits pour
économiser, enlever du poids. Là, du jour au lendemain, on arrive avec ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'était difficile de trouver tous les vrais chiffres. Même pendant mes recherches, j'ai demandé à des intelligences artificielles, plusieurs intelligences artificielles, fais-moi le top 10 des véhicules les plus pesants sur le chemin qui n'est pas commercial. Puis, il me faisait une liste, puis dans la liste, il mettait juste le Hummer. Puis, tout le reste de la liste, c'était des véhicules à essence qui étaient sous la barre des 6000 livres. Même l'intelligence artificielle a fait une erreur. J'ai dit, hey, erreur, tes facts sont pas corrects. Il cache ça! Je veux pas faire mon conspirationniste. Il cache, même les articles, je faisais comme top 10 des véhicules les plus pesants. G-Wagon avec 5900 livres. Non. Hey, t'en as plein là, dans les 6000, dans les 7000. Pourquoi ils cachent tout ça? De quoi qu'ils ont peur? Je sais pas si vous avez déjà vu le Rivian pick-up qui rentre vraiment dans des barricades ou dans des garde-fous. Comment que ça défonce ces garde-fous à comparer d'un autre véhicule? C'est sûr et certain. Le véhicule en dessous de ça, la batterie où c'est comme un skateboard. Puis on a rajouté 2 subframes où on met les roues. Fait que vous avez toute une concentration d'un poids à une place. Fait qu'imaginez dans un accident comment que ça défonce. Je vous donne un exemple. Vous avez un gros F450, mais beaucoup du poids va être à l'avant, puis il va bouger ou il va se déformer ou il va venir vraiment s'écraser durant un accident. C'est pas une planche solide qui te rentre dedans. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui restent à améliorer dans ces véhicules-là. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un épisode pour vous dire les autos sont pas bonnes parce qu'elles sont pesantes. Je veux que vous preniez conscience du poids, puis qu'est-ce que ça signifie, puis les inconvénients qui viennent avec ça. Puis, je veux terminer là-dessus. Si du jour au lendemain, il évolue à une nouvelle batterie qui est plus légère, plus performante, quelle sera la valeur à long terme de ces véhicules-là? Moi, je vous dis que ces véhicules-là, du jour au lendemain, s'il y a une technologie qui sort, ça va devenir des véhicules jetables. Personne ne va vouloir les avoir, puis ça ne vaudra plus rien. Déjà là, aux États-Unis, on le voit, il y a beaucoup de ces véhicules-là qui sont pas... Ils ne sortent pas des concessionnaires. La valeur a chuté en moins de 2 ans. Des Porsche Taycan, des Hummer EV, les fameux Acura ZDX, je pense qu'ils sont rendus que c'est un des véhicules qui sort le moins des cours. Je pense pire que le fameux Dodge Hornet. Hey, beau, on va être capable de battre le Dodge Hornet, là, c'est vraiment que les gens ne veulent pas ça. Je rappelle que l'Acura ZDX, c'est comme un Cadillac Lyriq. Je conduis le Cadillac Lyriq, ça allait super bien. Bel espace à l'intérieur, beau confort, tout ça. C'est un véhicule très désirable, mais il faut juste dire que tout ce qui englobe les véhicules électriques, que ça sauve la Terre. Vous réduisez les émissions, les ci, les ça. Il y a toujours quelque chose d'attaché avec ça. Transporter le poids de ces batteries-là, ça va faire un impact, veut pas, sur l'environnement. Essayer de les recycler ou est-ce qu'on va les jeter, je ne sais pas où est-ce que ça va mener tout ça. Ces grosses batteries-là qui sont pesantes. Tout ce qui est freinage, les pneus, tout ça aussi, ça pollue quand on les utilise. Fait qu'arrêtez-moi ça que ça va changer quelque chose, surtout dans ces gros véhicules-là. Ça fonctionne pas bien. Puis là, ils allaient dire, c'est parce que toi, t'aimes les gros véhicules, puis les petits véhicules. La petite Fiat 500e, ils pensaient que ça allait changer le monde. Les gens n'en veulent pas. Ils n'en achètent pas. C'est un petit véhicule. Même moi, je suis comme, on me l'a offert, tu veux-tu attester? Je suis comme, est-ce que je rentre dedans? Puis les personnes chez Fiat lui ont dit, je suis pas sûr que tu es capable de rentrer dedans. C'est quoi l'intérêt d'avoir un aussi petit véhicule? Faites quelque chose au milieu de ça. Pourquoi qu'on n'a pas une espèce de
justement un Civic ou un Corolla 100% électrique? Puis est-ce que ça vaut plus la peine, un fameux Civic ou un Corolla électrique, ou un hybride branchable est la solution pour satisfaire monsieur tout le monde? Je pense que de ce temps-ci, ça peut l'être. Mais encore là, une fois, hybride branchable, on le voit avec la BMW M5 de nouvelle génération, hybride, extrêmement pesante. Je pense qu'elle était au-dessus des 6000 livres, si je me rappelle bien. C'est trop pesant. Et la clé de ces véhicules-là, c'est de réduire le poids. Puis avec le temps, ils rajoutent tellement de trucs de sécurité, d'options, de gadgets. Ça a augmenté le poids des véhicules. Puis c'est ça qui est venu un peu handicaper les véhicules à ne pas être vraiment super économiques. Volkswagen, eux autres, ils avaient fait un hybride diesel extrêmement léger qui consommait 1 litre au 100 km. La clé de ce véhicule-là, c'était premièrement le poids, après ça l'aérodynamisme. Tu sais, allez gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces poids excessifs de ces véhicules-là. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que vous êtes prête à vous embarquer dans un véhicule comme ça? Est-ce que vous êtes prête à débourser? Qu'est-ce que ça va engendrer dans le futur comme usure sur votre véhicule? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.